Ça y est, février 2026, la France vient de voter une loi que l'on attendait depuis des décennies. Mais attention, ce n'est pas juste le droit à mourir, c'est une révolution complète de notre fin de vie. Alors aujourd'hui, je veux vous expliquer les deux piliers de cette loi et ce qu'il change concrètement pour vous. Parce qu'au-delà des débats à l'Assemblée, il y a la réalité de ceux qui souffrent, il y a le silence dans les chambres d'hôpital, il y a cette question que tout le monde se pose, comment on peut garder sa dignité jusqu'au bout? Est-il possible de le faire d'une manière éthique, digne, sans abus? Alors on va décrypter tout ça sur la mort autrement. Et si pour vous, c'est effectivement le moment de parler de votre fin de vie, de vos volontés funéraires. Je vous accompagne pour tout préparer sans rien oublier. Vous pourrez trouver mon agenda dans la description. Les soins palliatifs, c'est le soin jusqu'au dernier souffle. Et dans cette loi, le premier pilier, c'est le soin. Longtemps en France, les soins palliatifs ont été vus comme l'aveu de l'échec de la médecine. Et aujourd'hui, il y a encore très peu de structures par rapport aux besoins. La loi du mois de février 2026 vient briser cette image. Désormais, l'accompagnement n'est plus la fin, c'est un droit fondamental. Concrètement, il y a un budget historique. Le gouvernement promet 194 millions d'euros dès cette année et une somme qui va monter à 244 millions d'euros d'ici 2033. Alors à quoi va servir cet argent? Il y a la mise en place des maisons d'accompagnement. C'est la grande nouveauté de la loi. Ce sont des lieux hybrides entre l'hôpital et le domicile pour être soignés sans la froideur de la clinique. Ce sont des structures de droit public ou privé mais à but non lucratif destinées à ceux qui ne peuvent pas rester chez eux. Et il y a aussi le plan personnalisé. Dès le diagnostic d'une maladie grave, la loi impose de créer un parcours de soins qui anticipe votre douleur et vos besoins psychologiques. Et il est question d'un biographe hospitalier. Vous pourrez demander à raconter votre vie pour laisser une trace et permettre de léguer gratuitement le récit finalement de sa vie à ses proches. Cette loi pour les soins palliatifs, c'est le socle. On ne doit pas choisir l'aide à mourir parce qu'un système n'a pas su nous soulager de notre souffrance, n'a pas su nous soigner. Alors, les maisons d'accompagnement, le plan personnalisé et ce fameux biographe, est-ce que vous aviez identifié tous ces éléments dans la loi sur les soins palliatifs? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui est revenu à vos oreilles dans les débats qu'on entend aujourd'hui. Et puis il y a l'aide à mourir, dire stop à la souffrance. Ça c'est le second pilier, c'est l'aide à mourir. Et la loi pose des conditions très strictes pour éviter tout business ou dérive. Et c'est bien là notre peur. Alors qui a droit à l'aide à mourir? Il faut être majeur, de nationalité française ou résident stable et surtout être atteint d'une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. La souffrance doit être réfractaire. Ça veut dire que la médecine n'a plus de solution pour vous soulager. Alors comment ça se passe? On ne décide pas tout seul. Il y a une procédure collégiale. Quand vous avez fait votre demande au médecin, lui, il a 15 jours pour répondre. Et si c'est oui, vous avez un délai de réflexion de 2 jours minimum. Alors oui, 2 jours, on peut penser que c'est très court. Et d'ailleurs, ça l'est très court. Peut-être que ce point sera revu si vraiment dans les faits, c'est trop court. Et en même temps, avant de passer, de lancer cette démarche et de demander à un médecin de cette procédure d'aide à mourir, la personne, elle a dû mûrir quand même cette réflexion très longtemps. Cette décision n'est pas arrivée du jour au lendemain. On ne décide pas de mourir comme ça. C'est vraiment un long cheminement personnel. Parce que notre cerveau, il est câblé pour notre survie. Il ne peut pas accepter de mourir comme ça, facilement. Alors ça demande du temps à la personne avant de se décider, avant d'enclencher la procédure et de demander au médecin. Et avec cette loi, il y a la peur du business et des économies. Et c'est ici que le débat, en fait, est très vif. Le business de la mort, c'est vraiment la source des inquiétudes. Car beaucoup craignent que cette loi cache une logique d'économie ou de profit. Alors, qui va payer vraiment? Il faut distinguer deux choses. Il y a le soin.
Alors, dans les maisons d'accompagnement, comme à domicile, les soins sont pris en charge par la sécurité sociale. L'acte d'aide à mourir est d'ailleurs exonéré de tickets modérateurs. L'hébergement, et c'est là le point de vigilance. Si les maisons d'accompagnement sont à but non lucratif, la question du coût du séjour reste posée. La loi impose un rapport tous les 2 ans pour évaluer le reste à charge des patients. Parce que le drame absolu, ça serait de choisir de mourir, pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on a peur de ruiner ses proches avec les frais d'hébergement. Alors le système, il doit prouver qu'il finance la vie, les soins palliatifs, aussi dignement que le départ, l'aide à mourir. Alors il ne faudrait pas que ce système de santé privilégie l'aide à mourir car elle coûte moins cher que des mois de soins palliatifs complexes. Et c'est pour cela que cette loi a séparé les budgets. Mais on reste méfiant. Si on manque de lits aux soins palliatifs, est-ce que le choix restera libre? Si le reste à charge devient trop lourd, et si, et si, et c'est là que naissent toutes les méfiances. Par expérience, on sait que quand il y a trop de failles, trop d'inconnus, ça peut être vite dangereux pour notre porte-monnaie. Si ce sujet du business et du coût de la fin de vie vous inquiète, abonnez-vous, on va suivre de très près les décrets d'application sur le financement de ces maisons dans les prochains mois. Alors c'est un choix difficile? Demander à partir n'est jamais une action spontanée, comme on peut le voir dans de nombreux témoignages poignants sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un cheminement qui demande du temps. Alors, est-ce qu'on choisit l'un au détriment de l'autre? Est-ce que proposer de mourir, finalement, c'est renoncer à soigner? Par mon expérience, je dirais que non. Je sais que la paix face à la mort ne vient pas de la solution technique. Elle vient surtout de pouvoir avoir le choix. Savoir qu'on a un espèce de bouclier avec les soins palliatifs qui nous protège et qui est là pour nous porter. Mais savoir aussi que l'on a la clé pour dire stop à la souffrance qui devient inhumaine. C'est ça qui peut apaiser. Avez-vous vu le témoignage de cette maman sur les réseaux sociaux? Je vous mets ici et dans la description le lien pour le voir. Sa fille a décidé d'avoir recours au suicide assisté. Et en tant que maman, elle a dû cheminer personnellement pour vraiment comprendre le choix de sa fille. En fait, c'est un chemin personnel autant pour la personne qui prend la décision que pour son entourage. Faire ce choix, ça demande du temps. Les personnes ont longuement mûri, réfléchi à cet acte pendant longtemps. C'est loin d'être une décision facile. Avant de faire ce choix fatal, il y a beaucoup d'étapes. Et ce n'est pas une fuite, c'est un dernier acte de liberté. On ne choisit pas de mourir par facilité. On choisit de ne plus subir une agonie que l'on juge indigne, surtout quand la souffrance elle est devenue insupportable. Qui sommes-nous pour juger une personne qui prend cette décision? Mon point de vue, c'est que la dignité ne peut pas être une variable budgétaire. Le droit à mourir n'a de sens que si l'accompagnement est irréprochable et qu'il faut faire confiance aux personnes qui prendront cette décision. Si l'on choisit de partir parce que le soin est devenu un luxe inaccessible, alors la loi aura échoué. On ne peut pas juger ce choix tant qu'on n'a pas garanti l'alternative, un soin gratuit et humain. Alors cette loi de 2026, elle nous oblige à sortir du silence. Elle nous rappelle l'importance des directives anticipées et d'exprimer ses dernières volontés. C'est un point crucial de mon activité pour vous accompagner dans cette démarche, pour ne pas laisser vos proches à devoir tout décider dans l'urgence. Alors pour en parler, prenez rendez-vous, mon agenda est dans la description. Et le vrai risque, ce n'est pas la loi, c'est de ne pas en parler. Alors si ce décryptage vous aura aidé à y voir plus clair entre les peurs et la réalité, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour éviter tout débat inutile. C'est ensemble qu'on lève les tabous. Avec cette chaîne, j'ai envie que vous y voyiez plus clair. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur La Mort Autrement.